Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. La canicule de cette fin août brouille les pistes. L'actualité ronronne encore dans la torpeur de ce que les Allemands appellent le trou de l'été. L'événement des dernières semaines, c'était une hypothétique lionne en liberté dans Berlin. Alle hatten eine Meinung. Und Deutschland sei ein großes Thema für das Sommerloch. Pourtant, c'est déjà la rentrée dans la plupart des Länder et elle va être très chargée politiquement. Le podcast avec un K revient pour vous en parler grâce à un nouveau soutien, celui de la banque Zar LB. On essaie de décrypter pour vous ce qu'il faut savoir de l'Allemagne en 2023, alors que Olaf Scholz entame la seconde partie de son mandat de chancelier et que sa coalition est plus impopulaire que jamais. Bienvenue dans cet épisode de rentrée. Tiens, après le Sommerloch des Allemands, le trou de l'été qui est intraduisible en français, voici un mot français cette fois-ci qui n'existe pas vraiment en allemand. C'est vrai qu'avec l'étalage du calendrier scolaire, les dates de vacances d'été en décalé, on n'a pas ici ce grand moment de reprise générale, mais tout de même, la rentrée, ça compte évidemment aussi beaucoup en Allemagne et donc c'est parfait pour reprendre du service au micro. Et avec moi aujourd'hui, depuis l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, son directeur adjoint. Salut Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène, est-ce que tu vas bien ? Écoute, l'été a été assez reposant, mais là, pour nous à Berlin, c'est reparti sur les chapeaux de roue, tandis que je crois que chez vous dans le Bade-Württemberg, les vacances se prolongent. Et j'ai une petite pensée quand même pour les Rhénans, qui eux ont repris début août cette rotation des dates de vacances entre les différentes régions d'Allemagne. C'est un peu troublant pour les Français quand même si on peut dire que si on regarde ça du côté des professionnels du tourisme, c'est pas mal, hein, ça permet d'avoir des Allemands en vacances en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, en fait, sur une très longue période. Oui, et ça détend en quelque sorte l'affaire. La Rhénanie du Nord-Westphalie, n'oublions pas, c'est la région la plus peuplée avec 17 millions d'habitants en Allemagne. Donc c'est comme si l'Île-de-France partait 4 semaines avant tous les autres en vacances, était de retour quand les autres ils partaient. Ça facilite en quelque sorte l'affaire, mais évidemment, les vacances, ils durent en vrai entre le 22-6 en Rhénanie du Nord-Westphalie et le 7 septembre en Bavière. Et c'est comme ça qu'on a ce fameux trou de l'été, le Sommerloch. On va quand même se remettre un petit peu les idées en place, Stéphane, parce qu'on a laissé le podcast pendant plusieurs semaines et on a laissé la coalition un peu en mauvaise posture au début de l'été, avec des sondages en berne, des querelles internes, ça pataugeait quand même beaucoup dans la communication. Est-ce que l'été a changé quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu un événement qui aurait pu changer cette donne ? Moi, j'ai l'impression qu'on peut commencer par rassurer nos auditrices et nos auditeurs. Ils n'ont absolument rien raté. Voilà, tout à fait. On peut même dire que ça reprend là où on les a laissés, avec des disputes à l'intérieur du gouvernement et de la coalition. Le gouvernement n'a toujours pas produit de proposition de budget, donc on n'a toujours pas de loi de budget pour 2024. Normalement, c'est fait au plus tard, au début des vacances. Les querelles à l'intérieur du gouvernement reprennent entre la rigueur extrême de Christian Lindner, le ministre des Finances, qui veut à tout prix garder le frein à la dette, donc faire un budget sans nouvelle dette, et les différents ministres, notamment des sociodémocrates et des Verts, qui veulent évidemment réaliser leur programme socialement ambitieux et qui pensent aussi aux énormes coûts liés à la politique énergétique, à la transition énergétique, face au dilemme de la guerre en Ukraine, aux difficultés de la sortie du nucléaire et tous ces éléments-là qui nécessiteraient beaucoup d'argent, sans parler de l'infrastructure en Allemagne qui n'a pas beaucoup été entretenue les dernières 15 années. Rien de nouveau, ça coince toujours, mais pour autant, que les choses soient claires, rien n'indique qu'on irait d'une façon ou d'une autre vers des élections anticipées. Tout de même, dans cet épisode, je voudrais qu'on s'arrête sur quelques moments de l'été qui vont peut-être avoir une importance pour cette rentrée, avec, par exemple, cette polémique au mois de juillet autour du chef des chrétiens démocrates, le patron de la CDU, Friedrich Merz. Lors de son interview d'été sur la ZDF, la chaîne de télévision, il a semblé ouvrir la voie à des accords entre son parti, la CDU, et l'AfD, donc le parti d'extrême droite, au niveau local. Es ist selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann. Alors sous le flot des critiques, y compris en provenance de sa propre famille politique, il s'est corrigé dès le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane, autour de Friedrich Merz ? Est-ce que c'était un ballon d'essai ou juste une énorme bourde de la part d'un homme qui nous dit depuis 3-4 ans maintenant qu'il est l'homme qu'il faut pour gouverner l'Allemagne. Cela a fait un petit scandale puisque Merz lui-même, il s'érigeait en premier des adversaires de l'extrême droite qui voulaient à tout prix les combattre et il avait gagné la présidence de
du CDU avec le slogan qu'il allait couper par deux les voix pour l'AfD. Il a parlé juste avant cette interview du fait que son adversaire principal en politique c'était les Verts, mais son ennemi restait l'AfD. Donc il faisait une distinction. Adversaire, ça voulait dire qu'il combattait politiquement au Parlement, mais ennemi c'était plus fort et c'était l'AfD. Alors pourquoi il a tenté cette ouverture? Ça donne quand même un petit peu l'impression d'être une girouette. Peut-être aussi il a parlé d'une réalité qui existe quand il y a au niveau local un maire ou un préfet de l'AfD. On ne peut pas empêcher les contacts avec eux, mais ça ne veut pas pourtant dire de coopérer. Et lui, il avait parlé de coopérer dans cette interview, que ce serait normal. Ça pouvait être dans l'intérêt de son parti en Allemagne de l'Est. Peut-être il a agi sous la pression de ses ministres-présidents et de ses élus du CDU en Allemagne de l'Est, où il y aura les élections régionales l'année prochaine. Mais en même temps, ça l'a tout de suite mis en conflit avec des voix très importantes à l'ouest, où il y a les élections régionales tout de suite là en octobre. Ça sera le 8 octobre, précisément, dans deux grandes régions importantes, la Bavière et la Hesse. Donc là, on parle du Land autour de Francfort. Les deux scrutins, même si en Bavière c'est un peu particulier, on va y revenir, ont clairement valeur de test grandeur nature pour le gouvernement, mais aussi pour Merz. Une collègue me disait tout simplement qu'elle ne donnerait pas cher de sa peau si jamais les résultats s'avéraient être décevants pour ce qui est quand même le plus grand parti de l'opposition, la CDU. Il faut savoir que Merz, il n'est pas incontesté au sein de son propre parti. Souvenez-nous, il était déjà là en 2000-2002, quand il était déjà une fois chef du groupe au Parlement. Évincé par Angela Merkel, il avait fait carrière dans le privé, gagné énormément d'argent. Et là, il est revenu à la troisième tentative, il a enfin pu prendre la présidence du parti. Ce qui fait qu'il a déjà un certain âge, 67 ans. Il vient avec beaucoup de positions qu'il a défendues un jour et dont il est revenu dessus le lendemain. C'est aussi ça, une longue carrière politique. Et que là, on ne sait pas s'il a le soutien de tout le parti. Donc, il y a l'aspect qu'il rassure un électorat plutôt âgé et conservateur, puisqu'il représente quand même un peu le monde d'hier, mais en même temps, on a un doute si c'est lui qui sera capable de vraiment donner des réponses aux multiples challenges actuels et futurs. Surtout qu'en Bavière, il y en a un qui n'entend pas se taire. Ein Nein heißt ein Nein, denn die AfD ist schlecht für unser Land. C'est Markus Söder, qui dirige la famille conservatrice dans le sud. Il est à la tête de la CSU, la petite sœur bavaroise de la CDU. Il dirige aussi le Land. Et là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Comme toujours depuis des années, on le sait bien, le roi de Bavière, Markus Söder, se verrait bien calife à la place du calife. En gros, il veut être Kanzler-candidat dans 2 ans. Et donc, il n'a pas du tout intérêt à calmer la guerre des chefs à droite. On peut peut-être définir sa position dans le contexte français avec un gaullisme social, très fort sur l'identitaire, évidemment en Bavière, conservateur sur les valeurs, et il vient avec cette aura sociale que Friedrich Merz, un pur néolibéral, n'a évidemment pas. Et avec cette politique pour tous les Bavarois, comme il dit ceux-là, il s'adresse évidemment aussi à un électorat conservateur dans toute l'Allemagne, au-delà de la Bavière. Et Söder, évidemment, il a tout intérêt à vraiment creuser l'écart avec Merz pour se positionner en premier adversaire du gouvernement de Scholz à Berlin et pour en même temps remporter ces élections, puisque lui-même, il est sous pression en Bavière. Absolument, c'est un scrutin qui va être vraiment très intéressant et nous ferons un épisode entier dessus dans un mois. Surtout qu'on peut faire des parallèles avec ce qui s'est passé il y a 20 ans et qui avait peut-être indirectement conduit à la réélection de Gerhard Schröder. Mais pour finir sur Friedrich Merz, lui, son but, c'est justement d'empêcher une réélection de Scholz dans 2 ans. Il veut le remplacer à la chancellerie. En est-il capable? Kann Kanzler? C'est la question favorite des médias allemands et David Philippot l'a posée aux Berlinois. Je pense qu'il est bien incapable de devenir chancelier. Il ne fait déjà pas bien son travail de président du parti. Il avait promis, si je deviens chef de la CDU, nous réduirons l'AfD de moitié. Eh bien, depuis qu'il est en fonction, l'AfD a doublé. Donc, il promet beaucoup, mais il ne tient pas ses promesses. Les faits ne suivent pas.
Nous avons pourtant là un gouvernement assez mauvais, et là, le leader du plus grand parti d'opposition pourrait émettre beaucoup de critiques et peut-être même faire de meilleures propositions, mais rien n'est venu de Merz et pas grand-chose de la CDU. Das ist jetzt nicht meine Partei, die CDU. Ich bin Anhängerin der Grünen. Ce n'est pas le parti pour lequel je vote, la CDU. Je suis sympathisante des Verts. Mais je suis vraiment désolée que les partis traditionnels soient devenus aussi faibles. Je pense que c'est aussi la faute des hommes politiques, des gens comme Friedrich Merz. Ils ne sont pas aussi forts que la population le souhaiterait parce qu'il a mis tellement les pieds dans le plat qu'il est tout simplement pas crédible à mes yeux. Il dit parfois des choses et puis il se rétracte juste après. Je pense qu'un candidat à la chancellerie devrait d'abord réfléchir à ce qu'il dit et ensuite vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Il est parfois comme ci et parfois comme ça. On ne sait pas où il va et quels sont ses objectifs. Et il ne le sait probablement pas lui-même. Le type a bossé dans un grand groupe américain. Et donc je pense qu'il est fondamentalement faux parce que le pouvoir l'intéresse comme ça l'arrange et comme ça lui convient. Il n'y a aucun homme politique, absolument aucun homme politique qui ait une ligne claire. Cela dit, je trouve qu'à l'AfD, ils ont des gens très intéressants et j'espère qu'ils feront des choses différemment. Enfin, on verra. J'attendais vraiment plus de lui quand il a pris ce poste. Je trouve qu'il n'est pas assez diplomate. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, mais il polémique trop. Il n'a pas de finesse pour les gens et dans sa façon de formuler les choses. C'est très, très dommage. Je pensais qu'il était beaucoup plus capable que cela. La politique, c'est emmener les gens avec soi et ce n'est vraiment pas son cas. Et surtout, dans l'opposition, il est toujours contre par principe. Mais moi, ce que je souhaiterais, ce sont des propositions constructives. Comment peut-on changer les choses? Je trouve que ça manque totalement en Allemagne. Stéphane, là où tout cela cesse d'être une polémique de l'été, c'est qu'en parallèle, profitant de la faiblesse de l'opposition de la CDU, l'AfD semble s'ancrer dans le paysage politique allemand. On rappelle quand même cette première, fin juin, malgré un barrage républicain, l'AfD a décroché un mandat local en Thuringe, là où elle est pourtant la plus radicale. Et c'est vraiment une exception en Europe pour un parti d'extrême droite. Plus elle assume un discours extrême, plus elle se renforce. On n'a pas du tout de stratégie de dédiabolisation comme on a pu le voir en France ou en Italie. Et on l'a vu lors de son congrès cet été. Il s'est tenu sur 2 week-ends consécutifs à Magdebourg. C'était vraiment un congrès pour se mettre en ordre des batailles pour les élections européennes qui auront lieu au mois de juin l'année prochaine. Et ce congrès, il fera date, je pense, parce que les modérés, entre guillemets, du parti ont été complètement inaudibles et évincés. Alors, concernant l'extrémisme de l'AfD, il est clairement affiché. Maintenant, il n'y a plus de doute, comme on l'a d'ailleurs dit depuis longtemps dans le podcast, mais on était peut-être parmi les seuls à se positionner si clairement. Je dirais que c'est plutôt un décalage dans le temps. Comme l'Allemagne n'a pas connu de grands partis de populistes, extrémistes de droite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça ne date pas des années 80 ou des années 90, comme en France, en Italie, qu'on a affaire à ce phénomène. Ils sont au début de leur lancée, depuis une dizaine d'années maintenant, avec pour la première fois vraiment cette importance nationale, et ça fait qu'ils se mettent sur des positionnements très extrémistes. Pour l'instant, c'est la phase d'opposition où on essaye de se positionner de manière aussi radicale que possible. Oui, à Magdebourg, on a entendu des discours à la limite du champ constitutionnel qui établissaient par exemple des différences entre les citoyens allemands en fonction de leurs origines. C'est pas compatible avec l'article 1 de la Constitution allemande. En fait, c'est l'aile nationale identitaire qui a pris le dessus, celle qui veut une Allemagne de souche, on pourrait dire. C'est Björn Höcke, le chef de l'AfD en Thuringe, qui a remis au goût du jour l'idée d'une théorie völkisch. C'était une théorie du 19e siècle que les nazis ont utilisée beaucoup aussi pour vanter une Allemagne de souche. C'est là où il y a peut-être une particularité si on veut comparer avec d'autres partis d'extrême droite en Europe occidentale notamment, avec cette vieille idée d'une nation définie par les liens de sang. C'est pas très loin pour avoir évidemment un positionnement raciste de pire espèce comme on a connu avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est étonnant aussi, c'est notamment en Allemagne fédérale, à l'ouest, on avait passé 50 ans à déconstruire cette définition, cette idée-là de la nation et qu'on avait
pensé avoir laissé ça derrière nous pour toujours. Et c'est étonnant que ça revienne dans le débat avec tant de force et tant de véhémence de la part de ce parti qui cherche à attirer, pas seulement en Allemagne de l'Est, mais aussi à l'Ouest, de plus en plus de mécontents. Excuse-moi, mais je pense qu'en fait là, on est bien au-delà du simple vote de protestation maintenant avec l'AfD. Il y a quand même un vote de conviction, d'idéologie. Les mécontents dont tu parles, ce sont quand même maintenant des gens qui se retrouvent à applaudir des discours de haine. À Magdebourg, on a ovationné des orateurs qui demandaient une politique de remigration massive. Et Björn Höcke, lui, il précise que s'il le faut, les expulsions massives doivent avoir lieu avec une cruauté bien tempérée, c'est son expression. Peut-être il faut ajouter aussi que le seul sujet politique qui a été discuté pendant l'été, c'est la question de l'immigration. Et assez étonnant, puisque d'un côté, il semble établi maintenant que l'Allemagne aurait besoin de 400 000 travailleurs immigrés, donc immigrés qualifiés par an, pour combler le déficit démographique. Donc ça, c'est énorme déjà, 400 000 personnes. Et de l'autre côté, l'Allemagne n'a toujours pas une loi d'immigration. Il n'y a pas de vraie loi d'immigration en Allemagne. Il y a la loi sur l'asile pour les réfugiés. Et justement là, juste avant la pause de l'été, le gouvernement vient d'obtenir le vote au Parlement d'un Fachkräftezuwanderungsgesetz. J'espère que j'ai bien dit Fachkräftezuwanderungsgesetz, qui évite donc le mot immigration et qui s'adresse uniquement aux travailleurs qualifiés qui, avec un système un peu au Canada, quand ils ont les bonnes qualifications, peuvent plus facilement venir. Mais ce n'est toujours pas une loi d'immigration généralisée qui explique qui peut venir, qui ne peut pas venir et sous quelles conditions. Même là, il faudra voir si ça calme les esprits. Dans la grande étude comparative que le DFI a publiée fin juin, j'ai été très frappée par ce chiffre, Stéphane. 41% des Allemands se disent prêts à renoncer à une partie de leur prospérité pour ne pas subir les inconvénients de l'immigration. C'est un bond de 7 points en un an seulement. Et en fait, c'est le discours que porte l'AfD. On n'est pas prêt à tout pour répondre aux exigences de l'économie, de ce monde libéral mondialisé qui a besoin de main-d'œuvre. En fait, on préfère vivre peut-être plus modestement, mais comme avant, entre guillemets, avec dans nos villages des gens blancs qui mangent des saucisses et qui roulent avec des grosses voitures à essence. En tout cas, dans les parties pressantes, c'est les seuls à le proposer comme ça. Si on voit dans les sondages, pas seulement dans le nôtre, mais dans tous les sondages disponibles actuellement, ce mécontentement avec l'immigration, c'est surtout aussi un mécontentement avec la politique ou la non-politique, comme je viens de l'expliquer, d'immigration. Et là, il y a un sentiment un peu de perte de contrôle ou de subir et pas de politiquement, démocratiquement structurer comment on voudrait organiser tout ce champ politique. Ça ne veut pas dire que tous ces gens qui sont mécontents avec cette politique d'immigration sont des xénophobes et des racistes, mais ils ont l'impression que devant cette situation d'une pression migratoire, d'un besoin de main-d'œuvre en Allemagne, de 400 000 personnes par an, c'est énorme, la politique, elle fait un peu une politique d'autruche, et en attendant, l'AfD creuse ce champ avec les paroles xénophobes et racistes en partie. On l'a dit tout à l'heure, dans un an, il y aura des élections régionales dans plusieurs Länder de l'Est. Actuellement, les sondages mettent l'AfD en tête et donc en théorie, on peut imaginer que Björn Höcke, par exemple, devienne ministre-président de la Thuringe, alors même que sa branche du parti est d'ores et déjà placée sous surveillance des renseignements qui estiment qu'elle représente clairement un danger pour l'ordre constitutionnel, un danger pour la démocratie allemande. Est-ce que c'est possible que l'AfD s'empare d'un land ou bien est-ce que la constitution allemande, qui va fêter ses 75 ans l'an prochain, a des ressources pour empêcher ce type de scénario ? Le danger existe aujourd'hui, comme on n'a pas de boule cristal, on ne saura pas ce qu'on aura l'année prochaine. Si on parle de la situation aujourd'hui, ce danger existe. Si les partis établis, autant l'opposition que le gouvernement, n'arrivent pas à trouver des réponses à ces questionnements de beaucoup de gens, cela peut s'enraciner et donner un ministre-président peut-être toléré par l'extrême droite ou même issu de ses rangs, mais qui ne trouvera pas de coalition, qui ne trouvera pas de majorité et donc blocage d'institutions, qui sera une nouveauté pour l'Allemagne, puisque jusque-là, cette constitution de 1949, elle avait tout fait et bien fonctionné pour éviter ce genre de situation où il faut revoter. C'est un inconnu, on verra comment les Allemands
pour en faire face si ça devait arriver. Oui, tu as raison, c'est un peu tôt pour se projeter, il peut se passer plein de choses, et puis on va voir notamment si l'AfD tout entière se retrouve placée sous surveillance, comme le souhaite le chef de l'Office de protection de la Constitution. Il n'a pas mâché ses mots cet été après le Congrès, il a même fait des parallèles très nets avec la République de Weimar, qui a été tuée de l'intérieur avec des outils qu'elle a mis elle-même, en quelque sorte, à disposition des nazis. Et le président fédéral, Steinmeier, l'a dit également cet été, la démocratie doit trouver des moyens pour être capable de se défendre contre ses ennemis de l'intérieur. Il est très très difficile d'interdire un parti politique en Allemagne, surtout s'il a déjà des élus au niveau régional ou fédéral, et en même temps, les responsables politiques semblent résolus d'utiliser tous les instruments à disposition, donc aussi les renseignements généraux, aussi les services de police et de justice pour empêcher un parti anticonstitutionnel, raciste, xénophobe et fasciste de revenir au centre du pouvoir politique. Alors pour finir, peut-être quand même un mot sur Olaf Scholz. Il a fait une petite tournée dans les Länder après ses vacances, il a donné la traditionnelle conférence de presse de l'été, la fameuse interview de l'été lui aussi, mais comme d'habitude, on n'en retient pas grand-chose, je dirais. Pourtant, les sujets manquent pas, ne serait-ce que le Niger, la question des livraisons d'armes en Ukraine, etc. Contrairement à Merz, Scholz, il a fait du Scholz, c'est-à-dire très contrôlé, même si c'était dans un environnement décontracté, dans son club d'aviron à Potsdam, quand même en costume, il a enlevé la cravate, il est resté très contrôlé, il a expliqué que tout fonctionnait très bien, que la coalition était au travail et qu'il aurait souhaité et il avait compris que les uns et les autres allaient tout faire pour mieux s'entendre et être un peu plus constructifs, mais qu'en général, on progresse dans la bonne direction et pas de problème, Olaf gère. Alors on suivra ça dans les prochaines semaines, il y a des textes importants qui vont être présentés et discutés là, ici à Berlin, que ce soit le budget, on l'espère bientôt, la loi sur la légalisation du cannabis, la réforme du code de nationalité, ça peut être un petit peu agité au Parlement. Et le podcast sera là pour vous en parler. Encore un grand merci à Lazare LB qui nous permet avec son engagement de poursuivre l'aventure 2 fois par mois. Avec l'équipe du DFI, j'essaye de vous donner les clés pour suivre l'actualité allemande parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de s'écouter et de se comprendre entre Françaises et Allemands. Merci à Alois Kerek pour la musique, David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.